Alors les travaux de ce forum sont importants et à juste titre. On l'a vu hier, Monsieur le ministre avait parlé clairement de tout ce retard qui a été occasionné, de ce retard qu'on a subi pour la transformation digitale. Et il y a beaucoup de travail à faire et ce forum pourrait être la bonne impulsion. Eh bien, on le sait depuis toujours, les changements intervenus dans les entreprises sont importants parce que l'entreprise est un petit peu le laboratoire de l'État. Ce qui se passe à l'échelle de l'entreprise, on le porte après à plus grande échelle, dans l'État lui-même, dans le fonctionnement de la société. Donc c'est très important que l'entreprise donne le glas, que l'entreprise sonne le glas en fait à ce changement qui est celui de la transformation digitale. S'il y a un axe important que je retiendrai dans tout ce que j'ai entendu et dans tous les sujets que j'ai vus qui vont être développés durant ce forum, c'est un petit peu l'axe de la transformation, du changement qui est plus grand que celui de l'entreprise. L'entreprise est là pour entamer en fait ce changement-là. Eh bien, je pourrais dire que la technologie est importante quand elle sait se faire oublier. Ce que je remarque dans les différentes thématiques, c'est qu'on ne parle pas technique, on ne parle pas seulement technologie, on parle du besoin, on parle du fait que cette technologie se fait oublier pour aider à un plus grand changement. Et c'est dans ce sens, je crois, que se développent toutes les différentes thématiques de ce forum. Allez, aujourd'hui, un petit point d'organisation quand même. Pour tous ceux qui veulent avoir la traduction, donc la traduction existante, the headsets are here for those who want to try to follow everything here today in English. So please take your headsets right now. Et pour le reste, on a un petit quart d'heure de retard. Monsieur Ben Massoud hier m'avait fait la remarque, il m'avait dit que j'avais un style churchillien un petit peu. Il a raison. Je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui, mais je crois que je vais être un petit peu plus thatchérien aujourd'hui pour le timekeeping, pour rattraper le retard de quart d'heure, pour être à l'heure à la fin de la séance. Allez, on va démarrer avec la keynote de la journée. Il est là, il est bien préparé, il tient son clicker, il joue, même il jongle avec son clicker. J'appelle si Mohamed Louedi, le professeur universitaire, qui va nous présenter une thématique bien particulière, Think Digital, Be Digital. Et bonjour tout le monde, en espérant que la technologie va suivre. Je vais essayer d'absorber un peu le retard que nous avons accusé en y allant directement. On va parler d'intelligence artificielle et on va commencer par le début et je vais essayer en quelques minutes de traverser 4000 ans d'histoire. Au début, il y avait, on va voir, au début, ça a commencé à Babylone, en Mésopotamie. C'est là que ça a commencé. Et à Babylone, il y avait un roi. Et ce roi s'appelle Hammurabi, d'où le nom que vous voyez au-dessus. Et Hammurabi avait la sagesse chaque fois d'innover et d'amener de nouvelles idées qu'il commanditait. Alors il s'adressa un jour à son ministre et lui dit que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que chaque fois qu'il y a une transaction dans mon empire, une transaction, entendez par cela une vente ou un achat, je voudrais avoir les informations suivantes. La date de la transaction, l'objet de la transaction, celui à la base de la transaction, le vendeur, l'acheteur et l'objet de la transaction. Et le vizir, à l'époque, lui dit « Nous ne pouvons pas le faire », réaction tout à fait normale qui perdure depuis, parce que nous n'avons pas encore de quoi écrire. Et le roi lui a dit « Vous allez écrire ça sur les peaux d'animaux, sur les os, sur le sable, sur la pierre, ou alors ta tête sera tranchée. » Et en fait, à cette époque-là, ce que M. Hammurabi avait en tête, c'est ceci, sauf qu'il n'avait pas encore la technologie. L'idée d'avoir des transactions, et nous n'avons pas bougé d'un iota depuis, nous avons encore des feuilles Excel pour transcrire des transactions sur des objets qui sont vendus. Et avec le temps, ça s'est transformé, c'est devenu ce que les Américains ou les Anglais appellent the ledger. Ledger, c'est le grand livre, où encore une fois, nous avons les dates des transactions, l'objet de la transaction, celui qui est à la base de la transaction, et le vendeur et l'acheteur. Et en fait, ce ledger a évolué avec la technologie pour arriver à cela. Vous l'avez peut-être deviné, où je vais en venir. En 4000 ans, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle la blockchain, qui est exactement cela. Chaque transaction sera enregistrée avec la date de la transaction, l'objet de la transaction, celui à la base de la transaction, le montant de la transaction et l'objet de la transaction. Donc 4000 ans pour arriver à cela. Enregistrer les transactions. Déjà, en ce temps-là, les lois existaient. Et c'est encore en Mésopotamie, dans ces régions-là, plusieurs codes de loi ont été trouvés. Et ces codes de loi étaient dans une forme, ce qu'on appelle casuistique. Les informaticiens comprennent cela. C'est le case, in case.
case ceci, faites cela, case cela, faites ceci. Et en fait, les lois que nous avons traduites en français ici. Si le propriétaire ne peut pas produire, alors ici, encore une fois, les informaticiens vont reconnaître un schéma conditionnel, le si et ici le alors, si alors. C'était à l'époque ce qu'on appelle the code of law ou the code is law. Alors comment on va comprendre code? Puisque nous sommes entre informaticiens, on peut avoir peut-être un petit écart de langage. Le sens donné au mot code ici, c'est celui-là même que nous allons trouver dans les lois. Le code du commerce, le code du travail, le code du statut personnel, c'est de ce code-là que nous sommes en train de parler. Et la loi a commencé il y a très longtemps et en fait nous avons adopté le format que voilà, si, alors. Et maintenant nous parlons d'un autre code et nous sommes en train de parler de code informatique. Mais nous allons voir que même dans l'informatique, the code is law. En fait, nous le voyons ici, dans les smart contracts. Bon, on va sauter le smart contract, c'est du code qui fait loi, qui va établir si oui ou non une transaction va avoir lieu. Et évidemment, c'est venu en chaîne avec la blockchain smart contracts. Alors, en juillet 2017, un peu plus d'un an, est apparue cette revue dans Sciences et Vie. Et là, on parle de quelque chose que nous connaissons, algorithme. Nous connaissons parce que ça aussi, ça a commencé il y a bien longtemps par un monsieur qui s'appelle Khwarizmi, qui a donné son nom aux algorithmes. D'ailleurs, il s'appelle lui-même algorithmie. C'est comme ça que les Occidentaux l'appellent. Alors lui, il a fait quoi? Il est coupable justement d'avoir inventé ce que nous appelons les si-alors. Sous cette forme-là, nous voyons ici le premier algorithme qui va nous dire comment effectuer la résolution d'une équation de deuxième degré. Alors en arabe, on va trouver le si et le alors sous la forme d'algorithme. Alors on s'est dit, tiens, on peut résoudre des problèmes une fois et pour toutes si tant est que nous savions les paramètres. Et pour chaque action, on va faire si alors. Et nous avons en fait réglementé notre vie entière sous forme de si alors. Si tu vas te coucher, tu vas te laver les dents, et après te laver les dents, tu vas mettre ton pyjama, et après tu vas te couvrir dans ton lit, dans cet ordre-là. Les codes et les procédures dans les entreprises, les recettes de cuisine, nous les avons toutes immortalisées sous forme immuable, une fois et pour toutes, et nous les avons toutes mises dans une banque des procédures que nous allons appeler les ordinateurs. Et donc les ordinateurs, en fait, qu'est-ce qu'ils contiennent? C'est des ensembles de procédures sous forme si alors. Nous avons automatisé en fait notre vie. Si vous pouvez, s'il vous plaît, faire office de clicker. Voilà. Augmenter les algorithmes, même pour les problèmes non structurés, c'est-à-dire même si les problèmes ne sont pas sous forme de si alors, on va essayer cela aussi de les formatiser sous forme d'algorithmes que nous allons placer. Créer des automates pour dynamiser ces automatismes. Alors, automate, c'est encore un autre mot que nous avons dans les cours d'intelligence artificielle, l'automate et le langage des automates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous avions ce qu'on appelle human knowledge, et je l'écris en anglais pour une raison que je vais décliner dans quelques secondes. Et ce que nous avons fait, en fait, en faisant ces algorithmes, en les mettant dans les ordinateurs, c'est transformer ce human knowledge et le transférer en machine knowledge. Alors pourquoi je fais knowledge? Pour éviter le débat sempiternel en français entre savoir et connaissance, des discussions philosophiques qui ne mènent nulle part aujourd'hui. On va garder knowledge, le même mot pour savoir et pour connaissance. Alors, après, quand nous voulions faire ça dans les machines, nous nous sommes retrouvés avec de vrais automates qui, bizarrement, ressemblent à l'être humain même de forme. Alors, un clin d'œil à nos amis chrétiens, et Dieu créa l'homme à son image et l'homme créa l'automate à son image. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le human knowledge, de ce côté-ci, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis de l'autre côté. Alors, on se dit, est-ce que nous en sommes là? Est-ce que, puisque toute la connaissance humaine n'a pas été transférée aux machines, peut-être nous en sommes là? Est-ce que la machine en sait plus aujourd'hui que l'homme, qui en est à l'origine? Ou est-ce que nous en sommes là? Peut-être il n'est pas encore trop tard. Nous avons gardé une bonne somme de... Ou alors quelque part entre les deux. Et puis, quand on revient dans l'histoire, c'est les frères Benno Moussa, qui veut pas, ont été au IXe siècle à l'origine des automates. Ils ont écrit des livres que nous avons encore traduits en anglais et en français, qui s'appellent justement Kitab al-Hiyal, que voilà, en arabe. Et puis Al-Jazari aussi a écrit un livre
qui s'appelle The Book of Knowledge of Ingenious, Kitab al-Ilm. Et tout cela sont des membres de Bayt al-Hikma à Bagdad. Voici la couverture de Kitab al-Hiyal, The Book of Tricks. Plein d'automates et de formules. On va avoir quelques pages. Vous voyez les couleurs, l'art et le temps qu'ils mettaient dans la science infuse qu'ils pensaient transmettre aux automates. Mais ce qu'ils pensaient faire n'était pas mal, c'était en fait une tentative d'automatiser simplement ce que les humains faisaient pour faciliter la vie des humains. Alors, en 2017, the Global Employment Institute nous fait un très beau rapport, celui-ci et le suivant sont à lire, qui parle de Artificial Intelligence and Robotics and their impact on the workplace. Les interprètes vont besoin de traduire ça. La différence entre l'humain et la machine ne sera pas uniquement entre prouesses physiques et cognitives. On ne parle pas de connaissances seulement. Le défi se trouve ailleurs, mais essentiellement entre travail routinier et travail non routinier. Et justement, le routinier, c'est ce qui se répète. Non seulement c'est structuré ici alors, mais s'il y a quelque chose qui se répète, eh bien justement, ce sont ces choses-là qu'on met dans les machines. Alors, travail qui se répète et transfert de connaissances sont en train de s'activer ici. Alors, travail routinier, on va essayer de voir. Reculez s'il vous plaît. Là, le genre de travail routinier, c'est le travail qui aurait pu être joué dans cette vidéo. Vous allez voir qu'en fait, cet être humain est en train d'effectuer un travail très abrutissant qui consiste à faire la même chose d'une manière répétitive. Voilà. Et c'est des humains qui sont en train de faire ça. Ça, c'est le travail routinier. Qui sera le travail des robots s'il ne l'est pas déjà? Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est impressionnant. Je ne pense pas que ces êtres humains sont en train de réfléchir beaucoup en faisant cela. Alors, le problème, c'est de voir notre travail, nos tâches disparaître, comme ceci. Ou alors remplacées par lui. Quelles sont les tâches qui vont être remplacées par lui? Alors, on va voir routine, travail routinier, oui, non. Travail cognitif, oui, non. Alors, comprenez, quand ce n'est pas cognitif, c'est manuel. Et on va voir cellule par cellule, quelles sont celles qui sont compromises. Ici, travail routinier, manuel, automatisable. C'est presque un théorème. Automatisable dans le sens où on va faire par un automate. Ici, c'est un travail routinier, mais cognitif, non manuel. Qui va le faire? On va se dire, ben ça, c'est le travail de l'homme ou l'humain. Pareil ici, et pareil ici, c'est l'état des faits maintenant. C'est ce que nous croyons maintenant, qu'en fait, ce n'est pas si grave, il y a beaucoup de choses que seul l'homme peut accomplir. Alors si on va voir les données, parce qu'ici, la Federal Reserve of St. Louis nous a livré des informations sur l'évolution du travail sur les 30 dernières années. Ça, c'est l'évolution du travail du non-routine et manuel. Hein? Il y a une augmentation plutôt probante. C'est ici que nous sommes. On va passer à côté, dans l'autre axe, ici. Et on va voir que toutes les autres sortes de travaux, en fait, ne sont pas très différentes, ou n'étaient pas différentes. Mais quand elles évoluent, le routine manuel est très stable, le routine cognitif est très stable, mais c'est là qu'en fait que la demande d'emploi continue à sévir. Donc, c'est peut-être là que nous devons, nous, humains, nous concentrer. Tout ce qui est non-routine et qui demande de la jugeote. Alors, on va revenir. Alors là, ça, c'est les routines. Ça, c'est routine et manuel. Vous allez voir qu'en fait, tout ce qui est routine, c'est le mot-clé, va être automatisable. Alors, si on va voir ça de plus près, est-il possible que nous arrivions à cette situation cauchemardesque? Parce que chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, toutes les revues, et tout le monde en parle aujourd'hui, il suffit d'ouvrir le web ou Google ou Facebook, tout le monde parle de AI et des prouesses de AI, et beaucoup de gens n'y voient que danger et défis. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Routine, cognitif, on va essayer, voilà. Alors, en 2015, McKinsey nous sort encore une autre étude qui va nous montrer qu'en fait, même les tâches non routinières et cognitives sont appelées à être grignotées par les automates. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Jusqu'à 45% des activités peuvent être automatisées en utilisant des technologies déjà existantes. Et là, déjà existantes, je ne vous le cache pas, on parle de AI. Et plus bas encore, 60% des occupations qui restent peuvent être automatisées à concurrence de 30%. C'est-à-dire que maintenant, l'automatisation passe en plein. Non seulement on va s'occuper des tâches routinières et manuelles, mais on va aussi se pencher sur les autres, ce qui fait que maintenant on parle réellement d'intelligence dans le sens humain, artificiel.
Alors, ce qui amène ce petit jeune homme à nous dire, rather than learning how to solve that, shouldn't I be learning how to operate software that can solve that? Parce que software is going to solve it. Il n'y a plus de problème que nous allons résoudre et devrons peut-être, clin d'œil à mes collègues, arrêter de faire apprendre aux étudiants des algorithmes qui peuvent être effectués par des ordinateurs. Alors, plutôt que d'apprendre comment résoudre ce problème, je vais apprendre comment écrire le logiciel qui le résolve. Et nous sommes encore en train de croire, fausse idée, et nous en avons beaucoup comme ça, que l'intelligence artificielle, c'est de essayer de faire des machines, des entités qui pensent comme l'humain, Ici, la référence, c'est l'humain. Comme le voyons ici, think and behave like humans, computer can think like humans. On va ajouter une ou deux en français si on peut, si ça passe, s'il vous plaît. Pense comme des êtres humains, encore un autre en haut. Pensent comme des humains. Et ça, c'est l'erreur. C'est justement, on croit que les machines pensent comme les humains. Le problème est tout autre, comme nous allons le voir. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Alors, en 97, ça a commencé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que l'intelligence de la machine est tout à fait différente de ce que nous pensons. Et ça a commencé lorsque elle a affronté le génie des génies, Garry Kasparov, qui était le maître d'échecs à l'époque. Il a joué contre un supercalculateur Deep Blue de l'époque. Et évidemment, si vous vous rappelez, il y a eu six rounds. Kasparov gagne, Kasparov perd, nul, 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 et Kasparov perd. Rien qu'à regarder cela, ça vous jette des frissons dans le dos. Ici, Kasparov gagne, ici il perd, l'ordinateur sait comment lui il gagne, il sait qui il gagne, et il perd du temps, comme dans un match de football, le gagnant perd toujours du temps, et à la fin, un coup de grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Première vengeance de l'homme, c'est d'envoyer l'ordinateur au musée, où il n'a plus bougé. Et là, on comprend en fait que Deep Blue, l'ordinateur, pouvait analyser 200 millions de positions par seconde. C'est 200 millions de positions par seconde, parfois 300 millions, par seconde. Et c'est 97, et nous sommes 20 ans plus tard. Et il pouvait prévoir 74 coups à l'avance, c'est-à-dire il pouvait aller jusqu'à la fin de la partie, voir ce qui s'y passe et revenir et se dire, bon, c'est peut-être pas la bonne manière de faire. C'est-à-dire qu'il peut jouer la partie plusieurs fois pendant que Garry Kasparov est en train de penser et de réfléchir. Forcément, l'ordinateur va gagner parce qu'en bout de ligne, il va jouer toutes les parties possibles et imaginables et choisir toujours la meilleure. Il devient imbattable. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis, on ne gagne plus avec les ordinateurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nous nous sommes trompés, nous ne voulons pas faire de la machine quelque chose qui pense comme l'homme, parce que la machine, elle ne pense pas, elle calcule. Et elle a gagné par le calcul. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les machines pensent? Et encore un autre numéro de Science et Vie, 2002 celui-ci, qui nous révèle que l'intelligence dévoile enfin sa vraie nature. Toute pensée est un calcul. Et là, nous sommes surpris parce que nous ne pensions pas que ça pourrait être ainsi. Et là, le danger a commencé parce que le calcul, c'est l'affaire de l'ordinateur. Et on ne peut pas battre l'ordinateur. Et il calcule si rapidement qu'il nous donne l'illusion d'une pensée. Est-ce qu'on peut donner l'illusion de l'intelligence sans être intelligent? Est-ce qu'on peut donner l'illusion de l'intelligence sans calculer? Certains d'entre vous ont peut-être pas entendu parler de Hans le Malin, le cheval de 1910, qui, à chaque fois qu'on lui donnait une opération à effectuer, il trouvait la réponse juste. Il calculait, il multipliait, il divisait. Et même, il écrivait. Des gens lui demandaient des noms. Et on s'est dit que c'est peut-être son maître qui est en train de lui passer la réponse. Et on l'a changé de maître. Et pendant des années, les gens croyaient que ce cheval était hanté ou possédé. Et après un certain nombre d'années, on s'est rendu compte en fait que ce cheval était doté d'une capacité inconnue de l'homme, celle de lire sur les comportements et les visages des humains. Il devinait la réponse parce que, où la trouvait-il? Là où elle était, l'humain qui lui posait des questions. Et depuis, les psychologues s'occupent de ce qu'on appelle maintenant l'effet Hans le Malin, ou the Clever Hans Effect en psychologie. Comment est-ce qu'on peut deviner des réponses à partir des expressions humaines, s'il vous plaît. Alors là, 3 par 3, c'est 9. Hans le cheval qui savait compter, ici l'histoire pour ceux qui voudraient s'y pencher. Et on revient à notre couverture ici. Une nouvelle intelligence est née. Et on va voir les exemples. Pourquoi il parle de nouvelle intelligence? Ici, un problème a été donné à un robot. Lui, on dit, est-ce que les fenêtres portent des rideaux? L'humain va tout de suite se concentrer sur les fenêtres. Suivant, s'il vous plaît. Ici, c'est l'humain et l'attention, le focus sur les fenêtres. Suivant, on va voir l'ordinateur, où est-ce qu'il va se concentrer? Sur les draps du lit.
comment se fait-il qu'il ne regarde pas les fenêtres? Parce qu'il pourrait être dupé. L'ordinateur va regarder les droites du lit et s'il y a un reflet de lumière, il y a de la lumière et il n'y a pas de rideau. Un autre exemple, ici c'est Uber, qui a conçu un programme pour reconnaître des animaux. Alors quand on regarde une image comme celle-là, pour savoir si oui ou non c'est un lion, un être humain normalement constitué va regarder si oui ou non l'animal porte une crinière. Eh ben, le robot, non. Lui, il va regarder plutôt les yeux parce qu'il a peur de se tromper, parce qu'il y a un autre animal qui a des crinières qui aurait pu être pris pour un lion et s'appelle les chow-chow. Un autre exemple, s'il vous plaît, le suivant. Comment reconnaître l'âge d'un individu? Un être humain va regarder les cheveux, s'ils sont blancs ou grisonnants, eh ben, c'est une personne qui est au-dessus de 40 ans, disons. Hein. L'ordinateur ne fait pas ça du tout. L'ordinateur va se concentrer sur notre région, s'il vous plaît, suivant. Il va se concentrer sur un visage et non pas sur les cheveux, mais sur les lobes des oreilles, parce qu'il se rend compte avec le temps, parce que c'est des analyses de big data là, qu'avec l'âge, les lobes des oreilles des humains commencent à chuter et à pendre et donc à augmenter de taille. Reconnaître la musique. Comment on sait si c'est du disco, du reggae, du blues, du jazz, de la soul music? Les êtres humains, bon, ça dépend des instruments joués, dirions-nous. L'ordinateur ne va surtout pas se concentrer sur cela. En fait, il va faire quelque chose que l'humain n'a jamais pensé faire, c'est se concentrer sur les sons en dessous des 20 Hertz. Et c'est à partir de là qu'il peut, sans faute, deviner le type de musique. Et en fait, si on voit les 20 Hertz, c'est à peu près là. Ça, c'est la zone audible par les êtres humains. L'ordinateur va se concentrer sur les zones qu'aucun être humain ne peut accomplir. On continue pour voir. Remember, une nouvelle intelligence est née. Ben, en fait, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est que les ordinateurs sont en train de créer leur nouvelle manière de résoudre des problèmes, résolution que nous n'avons jamais mise sous forme de si, alors, fin si. Une nouvelle intelligence est née. On continue pour voir à l'intérieur ce qui se passe. Suivant, s'il vous plaît. Encore un coup, et voilà. La première rencontre avec une intelligence venue d'ailleurs. Maintenant, en fait, nous sommes en train d'étudier et d'apprendre des ordinateurs. Nous sommes en train d'étudier et d'apprendre de l'intelligence artificielle. C'est eux qui sont en train de nous dire comment résoudre les problèmes. Ils sont en train de résoudre des problèmes tels que nous ne pourrons jamais imaginer comment le faire. Suivant, s'il vous plaît. Google AI just created its own universal language. Et ça a été le rêve de l'homme, de créer une langue parlée par tous, appelez ça l'espéranto si vous voulez. Et l'ordinateur que Google a utilisé, que certains d'entre vous utilisent, suivant, passe du portugais à l'espagnol ou de n'importe quelle langue à n'importe quelle autre langue en passant par l'anglais toujours. Après un certain temps, l'ordinateur a commencé à traduire directement du portugais à l'espagnol sans passer par aucune autre langue, du moins pas celle programmée par l'être humain. Après investigation, on s'est rendu compte qu'en fait, l'ordinateur utilisait une sorte d'interlangue, une autre langue qu'il a créée, ce qui nous rappelle, nous, informaticiens, un peu l'algorithmique et le P-code. En fait, c'est un langage qui n'est pas un langage, mais qui nous permet de passer de la pensée humaine à la pensée machinale. Alors, et cette interlangue va permettre au robot maintenant de faciliter sa tâche et de passer de n'importe quelle langue à n'importe quelle langue. Il n'y a plus de limite. Ce n'est plus du portugais à l'espagnol via l'anglais, c'est de n'importe quelle langue à n'importe quelle. L'ordinateur a réussi à comprendre le sous-bassement latent des langages et des idiomes utilisés dans toutes les langues et donc constituer une base de données en taille infinie qui lui permet de parler n'importe quelle autre langue sans savoir pour autant ce qu'il est en train de dire. Si on peut passer... Ça n'était rien d'autre qu'un... On peut jouer la vidéo. Bon, on passe. Ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'au début, ils ont créé une machine et la machine commençait à discuter avec l'être humain au premier jour. Au deuxième jour, continuait à poser des questions. Au troisième jour, a commencé à poser des questions un peu plus intelligentes. Bref, au huitième jour, la machine ne parlait plus parce que l'être humain ne comprenait plus ce qu'elle disait et la machine ne trouvait plus aucun gain à parler à l'être humain parce qu'elle savait tout ce qu'il savait et bien plus. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à parler du lambda calcul en France. Et ça, c'est un clin d'œil à nos amis chrétiens, la tour de Babel. La réunification des langues humaines sous la forme d'une machine. Et cette langue humaine va en fait remplacer toutes les autres et elle a été créée par une machine. Alors plutôt que de traduire d'une langue à une autre, autant utiliser le traducteur qui est là. On passe, et ça nous rappelle ce que M. Albert North Whitehead avait dit, de très profond d'ailleurs. Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking about them. La civilisation, c'est combien de réflexes innés nous sommes en train
de nous approprier sans y penser. C'est un peu ce que nous appelons l'intuitif, c'est un peu ce que nous appelons l'instinctif. Et plus la civilisation avance et plus l'instinctif va augmenter, sauf que les mots-clés ici, s'il vous plaît, le suivant, ce sont civilisation, le suivant s'il vous plaît, operations and thinking. Et on parle de think digital, thinking digital, sachant que thinking, ce n'est pas nécessairement de l'intelligence. Alors, civilization, on va revenir au début, s'il vous plaît. La civilisation, ça a commencé ici, Babylone. C'est là que ça a commencé. Le code suivant, s'il vous plaît, c'est là que ça a commencé, n'est-ce pas? Le code is law, suivant, s'il vous plaît. Code is law. Et voilà, on va aller de Babylone, civilisation, les opérations, le code, et la boucle est bouclée. Et là, je me rends compte que je suis en train de prononcer un autre mot-clé pour les informaticiens. La boucle est bouclée. Et ce sera peut-être l'objet de la prochaine présentation. Et voyant tout cela, nous nous rendons compte finalement que si le thème est réellement digital, we have to mean it. Nous devons le faire. Je n'ai pas l'impression que nous sommes en train de le faire. Ceux qui savent ce qu'ils sont en train de faire vont nous dire we don't have time to act, we have to act. Ceux qui sont en train de dire encore wait and see n'ont rien compris. We don't have time to wait, we have to see directly. Et c'est la boucle que je suis en train de vouloir communiquer à travers cette présentation. Mon nom est Mohamed Louedi, je vous remercie de votre attention.